Retour donc de l'FC pour la deuxième partie avec nos invités. Walter Oyono, ancien pro gabonais, qui est aussi éducateur et qui, bon, j'allais dire agent, mais bon, je ne sais pas, je ne vais pas oser. Il le dira peut-être, il le confirmera peut-être une autre fois. Nous avons également Charles Topé, ancienne gloire du football togolais, ancien défenseur central, Charles. Hein? Oui. Ouais, qui mettait bien le pied. Et Noureddine Sali, notre édito. La question aux internautes tout de suite, après ça. Et quels sont les dossiers auxquels M. Ahmad, avec la CAF, doit-il s'attaquer? Vous intervenez donc sur Facebook Africa 24 ou sur le hashtag donc Africa 24. Avant de retrouver le jingle du dossier, Walter, vous aviez un mot à dire sur la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Toute l'Afrique doit quand même être derrière le Maroc. Tout à fait. C'est une histoire qui ne se passe pas tout le temps. C'est-à-dire une Coupe du Monde dans un continent, c'est la fête du continent. Et c'est le moment où l'Afrique doit se mettre. Vous pensez qu'il y aura des pays réticents quand même? Alors, je le dis comme je pense. Hein. Honte aux pays africains qui voteraient contre le Maroc. Je le dis comme je le pense. C'est une coupe du Monde qui ne se passe pas tout le temps dans notre continent. Pour une fois qu'elle est là, on doit tous se mettre derrière le Maroc et voter le Maroc. Les pays qui ne voteront pas, il faut leur montrer du doigt. J'ai dit honte à eux. C'est-à-dire qu'on doit inscrire en grand que ces pays n'ont pas voté pour une candidature d'abord africaine. Ce n'est pas d'abord une affaire marocaine, c'est d'abord une affaire africaine. Tout à fait. Merci Walter. Le dossier tout de suite, après ça. Et le 16 mars, souvenez-vous, M. Ahmad battait le Camerounais Issa Hayatou. Ce n'était pas les pronostics de Noureddine Sali, mais c'est M. Ahmad qui l'a remporté pour la présidence de la Confédération africaine de football. C'est toujours des problèmes. Premier bilan avec donc, notre rédaction. Premier bilan de M. Ahmad après un an. Deo Gracias Podo. Mars 2017, à la tête de la Confédération africaine de football, l'ancien ministre malgache des Sports, Ahmad veut incarner un renouveau dans la gestion de la plus haute instance dirigeante du football sur le continent. Certains estiment que sur le fond, il a tenu presque toutes ses promesses électorales. Ahmad a joué la carte de la modernisation des compétitions africaines. Il avait promis la révision du format et de la périodicité des compétitions. La Coupe d'Afrique des Nations est passée d'un format de 16 équipes à celui de 24. Les compétitions interclubs ont également été réformées tant au niveau du format que de la périodicité. Sur l'aide aux fédérations, la CAF a octroyé sous la direction du Malgache une subvention de $100 000 à chaque association membre. Ahmad a instauré la licence CAF Pro, désormais obligatoire pour entraîner sur le continent. Outre réalisation, les comptes de la Confédération présentent aujourd'hui un solde trésorerie de plus de $115 millions, en augmentation de $9 millions par rapport à l'exercice précédent. De quoi croire que jusque-là, il s'est investi dans la perspective de développer le ballon rond en Afrique. Nous ouvrons le débat après ceci. Alors, Charles, je m'adresse à vous tout d'abord. Pro-Ahmad ou pro-Hayatou? Vous aviez l'air d'être un pro-Hayatou, vous? Non, je ne suis pas pro-Hayatou. Ouais. Pro-Ahmad? Oui, je suis pour la nouveauté. Donc, je pense Vous êtes satisfait du travail qu'il effectue? Mais pour le moment, il est arrivé, il a dit ce qu'il voulait faire. Donc, il a mis le chantier en route. Ça se développe, on va voir jusqu'où il va y aller. Mais par contre, c'est un débat. Il veut qu'on revoie un peu la formation des éducateurs en Afrique. Les diplômes, OK, mais il faut des infrastructures sur lesquelles les gens vont travailler, vont aller former des gamins. Parce que si on nous dit, mais tiens, on donne de l'argent, mais par contre, on ne fait pas des infrastructures pour pouvoir amener les éducateurs à être bien formés et à accompagner les enfants, les talents que nous avons, pour qu'ils deviennent des vrais professionnels. C'est un dossier auquel il doit donc s'attaquer. Peut-être Walter n'est pas d'accord avec vous, parce que je vois Walter secouer la tête. Walter. Non, mais il peut ne pas être d'accord. Bon. C'est pas que je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Là, il a l'objectif
l'objectif que tout encadreur, tout éducateur, tout entraîneur soit diplômé. C'est une très bonne chose. Maintenant, sur tout ce qui est infrastructure, c'est le fait des fédérations internes et c'est une politique du gouvernement qui doit être mise en place afin qu'il y ait des structures. Lui, il fixe les bases et il accompagne. Mais il fixe des bases, il accompagne, mais ma foi, c'est lui le maître, comment dirais-je, à suivre aussi les travaux. Parce que les commissions qu'ils ont mis en place pour suivre les chantiers, les travaux, ben, il doit être au-dessus pour demander aussi des comptes. Oui, mais Charles, lorsqu'il y a une grande compétition, pas systématiquement, et comme disait Walter, je suis un peu d'accord aussi avec Walter, les infrastructures, c'est une affaire de l'État. Par exemple, pour le Mondial 2026, qui donne l'argent? C'est l'État qui va investir sur les stades au Maroc. Non, mais l'État, non, on dit que l'État ne doit pas rentrer dans les... Non, pour l'infrastructure, Charles, oui. Ah oui, non, mais pour les infrastructures, l'État, bien sûr. Mais à partir du moment où la CAF, à partir du moment où la Fédération a donné de l'argent pour développer les infrastructures, je suis désolé, il y a des experts qui sont là, qui doivent aller sur le chantier pour regarder. Je ne sais pas. Bon, alors, okay, monsieur, c'est à vous, peut-être, est-ce que vous avez une réponse pour Charles ou bien est-ce que vous confirmez ce que Charles dit? Moi, j'ai un avis, vous savez, le fait de parler des infrastructures... Non, mais attention, le point précis, Noureddine, parce que les téléspectateurs nous regardent. Charles est en train de dire que lorsque les fédérations donnent de l'argent, il doit y avoir des experts de la fédération. Par exemple, la FIFA donne de l'argent, la FIFA doit avoir ses experts qui contrôlent justement l'avancée des travaux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Écoute, comment on ne peut pas être d'accord sur la chose, d'avoir un suivi par rapport à tous les dons, en quelque sorte? Je pense qu'il faut d'abord... on est en train de juger le personnage sur une année. Et on avait 30 ans derrière, on va dire, d'une politique approximative où on ne savait plus rien ce qui se passait dans la maison. Non, mais on ne va pas critiquer M. Ayatou. Non. Il a fait quand même du bon boulot. On ne critique pas la personne, mais si on ne critique pas le travail d'une personne, ben on arrête tout de suite, quoi. Ça, c'est pas la peine. Donc tu es responsable et tu prends le devant de la chose. Donc tu dois t'attendre soit à des galons qu'on va te distribuer ou bien à des critiques. Et nous, on est en train de pleurer l'état de notre football sur notre continent, sur tous les plans, du Cap à Tanger. Donc le personnage, il est venu. Déjà ici, sur ce plateau-là, on n'arrêtait pas de marteler d'abord les dates de la Confédération africaine de football pour la date de la CAN, qu'on a toujours dit qu'il n'a aucun sens de la jouer au mois de février. Là, peut-être on a été écouté une fois d'ici de ce plateau-là et maintenant on va la jouer comme toutes les compétitions. Donc vous êtes satisfait du bilan de M. Hamad jusqu'à présent? Très satisfait. Satisfait, mais il y a des symptômes de satisfaction. Donc on ne peut pas le juger sur une année, mais je pense qu'il a tracé, il a dressé quelque part le tissu pour essayer d'aller le plus loin possible et surtout les réformes qu'il faut faire. Je crois qu'il a vu de quoi nous souffrons quand même avant de prendre le poste. À partir du moment où il s'est entouré des experts pour que le football se développe en Afrique, eh bien, quand il met de l'argent, comment vous allez mettre de l'argent et ne pas demander aux experts de temps en temps d'aller voir comment l'argent est utilisé? Nous, on a besoin des infrastructures, des terrains, pour pouvoir former des talents. Jusqu'à présent, on n'en a pas. On en a quelques-uns au Maroc, dans certains pays, mais Charles, tous les pays. Ce qu'on voulait dire, et peut-être Walter va confirmer avant qu'on passe à autre chose, parce que nous avons des choses encore importantes à voir. Walter, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est le débat, c'est plus à vous d'intervenir, monsieur. Parce que s'immiscer, parce que on demande à l'État de ne pas s'immiscer dans les affaires du football interne, et on demande en même temps à la FIFA, si vous donnez de l'argent, il faut aller regarder comment ça se passe. Non, c'est plus à l'État de surveiller comment les choses se déroulent. Le débat, ce débat-là, enfin, pour moi, c'est un peu l'art de faire des nœuds sans une corde. C'est-à-dire on ne peut pas demander à la CAF d'aller vérifier les infrastructures qui sont normalement menées par une politique gouvernementale, une politique sportive. C'est pas le rôle de la CAF. La CAF, même si la CAF vous donne les moyens que vous voulez, ce n'est pas la CAF qui va développer votre football. Elle vous accompagne, elle fixe les bases. Et voilà. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. À partir du moment où vous fixez le cap et que vous débloquez de l'argent, l'argent est donné à qui? Aux institutions pour pouvoir... oui, à la fédération. Oui, à la fédération. Mais non, je pense que...
Quand il est donné à la fédération, en quelque sorte, c'est que tout le monde doit tirer dans le même sens. Je parle de l'institution, prenons la France, ou bien la fédération, avec la confédération et avec l'État. Tout le monde doit avoir la même politique. Mais pourquoi aujourd'hui en France, on dit que la fédération, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, il y avait de l'argent qu'on a donné à des clubs, donc d'améliorer les infrastructures. Oui, mais l'État on n'a pas donné. Elle accompagne les clubs. Oui, on parle de la très bien au centime cet argent-là, comment il était utilisé. C'est accompagné. Mais ce que la CAF aussi débloque, c'est pour accompagner les oui, mais il faut bien que nous gardons le terme d'accompagnement et pas s'immiscer systématiquement. Voilà. Il y a plein d'exemples, mais enfin, on ne va pas revenir parce que ce n'est pas vraiment le seul dossier que nous avons en débattre. Il y a aussi des mauvais élèves dans les fédérations. Nous y reviendrons. Nous allons parler, messieurs, des matchs amicaux et je voudrais aussi vous entendre sur les résultats. Tout de suite, le sujet de Deo Gracias Podo. Deo qui a beaucoup bossé pour la rédaction. Du 23 au 27 mars 2018, les 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2018, notamment l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie, disputeront chacune 2 matchs amicaux, occasion d'évaluer leur capacité avant d'entrer dans l'arène mondiale. Samedi 24 mars, c'est l'Égypte qui a failli surprendre le Portugal. Les Pharaons ont finalement été renversés 2-1 sur un doublé de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel. En revanche, Victor Moses et le Nigeria ont triomphé en Pologne en donnant la victoire aux Super Eagles grâce au seul but du match sur penalty à la 61e minute. De son côté, dans la rencontre qui l'opposait à l'Ouzbékistan, le Sénégal a concédé un match nul, 1 but partout à Casablanca au Maroc. La Tunisie, elle, a battu l'Iran 1-0 à Tunis. Mais c'est la moyenne pour quasiment toutes les équipes qualifiées pour le mondial, sauf l'Égypte qui perd devant, mais un gros, quand même, champion d'Europe. C'est le Portugal, 2-1, je crois. Qui veut intervenir en premier sous les équipes qualifiées pour le mondial? Que pensez-vous de ces résultats? Sénégal, Ouzbékistan, 1 but partout. Tunisie qui gagne face à l'Iran, 1-0. Maroc qui bat Serbie, 2-1. Pologne qui perd devant le Nigeria, 1-0. Et Portugal qui gagne. Pour Gernot, ça marche très bien quand même, mon cher Charles. Le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, je pense que ces équipes-là sont très bien armées. Ils ont à la tête donc de leur sélection des techniciens très expérimentés et donc qui travaillent très bien. Peut-être que la fédération aussi leur a permis d'avoir quand même une organisation bien adaptée pour pouvoir aller chercher l'excellence. Donc les résultats que j'ai vus ici correspondent à peu près à ce qu'on attend de ces équipes-là. Walter, un petit mot sur ces équipes qui sont qualifiées pour le mondial. Ce sont de bons tests selon vous? Par exemple, la Tunisie qui a rencontré l'Iran, qui gagne 1-0, ça c'est encourageant pour la suite. Oui, je pense que c'est bien ce qu'elles font. Elles affrontent des adversaires qu'elles seront susceptibles de rencontrer un peu plus tard. C'est très bien. Moi, j'ai juste un petit hic. C'est le Nigeria, c'est-à-dire c'est pas forcément les joueurs, mais c'est l'entraîneur. Parce que j'ai suivi sur un plateau télévisé qui disait qu'il avait pour mission de passer juste au premier tour. C'est-à-dire, pour lui, s'il passe au premier tour, voilà, sa carte, elle est réussite. Alors que je pense qu'il a l'occasion de pouvoir aller plus loin possible. Oui. Alors donc, le fait de dire ça, déjà, pour moi, ça me gêne. Parce que, quelque part, il bride un petit peu son équipe. Et pour Hervé Renard et avec les Marocains, vous, Noureddine, vous voulez que le Maroc aille jusqu'en finale, vous pourquoi pas? Il faut être ambitieux. Pour aller en Coupe du Monde, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que vous exigez à Hervé Renard? Non, rien du tout. De continuer, parce qu'on voit très bien l'équipe. Il est en progression. On savait très bien le poids de cette équipe sur l'échiquier africain. Là, c'est une autre étape. C'est que la première fois qu'il faut se frotter avec des grandes nations de football. Et la Serbie, comme vous le savez, même si j'ai une petite nuance, je déclare juste aux nos amis serbes, maintenant, ils savent où c'est le Maroc et où jouent les joueurs marocains, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations. Non, allez-y. Il y a l'entraîneur qui a dit « je ne connais rien du tout du Maroc » et l'entraîneur et le joueur l'arrière-gauche de l'équipe de la Serbie, il a dit « il joue où ces joueurs marocains ?» Donc peut-être il ne suit pas la composition du Real de Madrid et de la Juventus de Turin. Peut-être aussi, Noureddine, ils ne font pas de la géographie, ils n'apprennent pas la géographie. Aussi, oui, on ne peut pas les incriminer parce que c'est un pays qui a 20 ans. On ne le compare pas devant une dynastie qui date de 2 siècles.
Mais oui, Noureddine, et vous savez que Noureddine défend bec et ongle le Maroc. Alors attention, l'Afrique en général, tous les Africains, je les défends. Messieurs, nous allons partir au Togo. Chez Charles Toplé, retrouver le colonel, justement, le colonel Apovi, qui va nous parler de Claude Leroy. Pourquoi il a fait appel à Claude Leroy? Écoutez sa réponse. Bien, en fait, la sélection aujourd'hui, en tout temps, nous avons senti que l'équipe n'était pas bien constituée et que la discipline n'y régnait pas. Claude Leroy a cette potentialité pour montrer à ces jeunes footballeurs togolais qu'aujourd'hui, seule la discipline fait et le travail également. Et il est en train de faire ce travail. C'est vrai, aujourd'hui, les gens ne voient pas très bien le travail parce qu'ils se disent que les Togolais veulent tout de suite le résultat. Et moi, je crois que le travail se fait. Et dans peu de temps, les gens verront exactement que le football togolais sera à un niveau vraiment où nous l'attendons. Et avant de retrouver un petit mot avec Charles Toplé, parce que c'est son pays après tout, Claude Leroy, justement, nous dit quels sont ses objectifs. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'être en Coupe du Monde en 2022. C'est pour ça qu'on a lancé Graines du Togo avec ces milliers d'enfants qu'on est en train de répertorier. C'est un succès inimaginable. C'est pour ça que moi, je me suis battu pour que l'équipe soit à Toulon, même si ce ne sera pas facile pour nous, puisqu'on forme une équipe d'une catégorie d'âge où il n'y a pas de compétition au Togo. Donc, à partir de rien, qu'on bâtisse quelque chose, on a fait déjà plein de sélections dans le pays pour les gamins de cette catégorie d'âge, et puis on en fait à partir de la semaine prochaine pour la diaspora. Voilà, on est en train de mettre en place quelque chose sur le très long terme. Charles, vous aimeriez travailler avec Claude Leroy? C'est un entraîneur qui vous plaît? Écoute, je dirais qu'il a déjà fait le plus difficile, parce que le football au Togo, vous le savez, qu'on n'en avait même plus, il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus de fédération ni rien. Donc, M. Apovi, quand il a pris la direction... Colonel Apovi, Monsieur le colonel Apovi, quand il a pris la direction, ils ont fait appel à Claude Leroy, qui est vraiment un entraîneur expérimenté, qui a toutes ses stratégies. Et quand il est arrivé, je pense que les missions, je dis bien les missions qu'on lui a confiées, il est en train de les réaliser. On a vu le football togolais qui a repris, la sélection commence à apporter quelque chose, les supporters commencent à aller chanter un peu. Je pense qu'il est dans la mission qu'on lui a confiée. Okay. Maintenant, c'est un travail à long terme. Ok, et j'ai juste un carton jaune à vous donner. Parce que vous n'étiez pas au match à Saint-Leu. Togo contre la Desque. C'est rôle de supporter. Non, c'est parce que... Rôle de supporter. Ouais, c'est parce que j'étais sur une autre mission. C'est pour ça que je de France. Alors, juste un petit mot de M. Emmanuel Mo à propos du nouvel entraîneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Quel profil doit-il avoir? Écoutez sa réponse. Il faut trouver un bon sélectionneur, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Vous savez, Wilmot, il a été choisi comme entraîneur, alors qu'il y a eu un appel à candidature, il n'en faisait même pas partie. Alors, c'est paradoxal. Le résultat, c'est ça, on est en plein dans les ténèbres. Si on ne perfectionne pas l'élite, on restera toujours à ce niveau. Il faut trouver un entraîneur étranger qui vive ici en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on prenne un gars comme qui se conduit comme Wilmot. Il n'a jamais vu un match de championnat ivoirien. Il se balade en Europe pour chercher les binationaux. Voilà, et pour l'instant, l'intérimaire s'appelle Ibrahim Kamara, un ancien défenseur international ivoirien, mais il est juste intérimaire pour les 2 matchs amicaux. Mesdames, Messieurs, on va remettre l'antenne de nouveau. On revient juste après la pause pour la 3e partie avec des incidents sous les stades. Vous allez voir, c'est pas très beau. À tout de suite.